La veille de Noël, j'ai vu ma femme s'habiller vite, son parfum un peu trop marqué, soi-disant pour soutenir une amie malade. Je n'ai rien dit. Le lendemain, sur Facebook, une photo, elle, collée à un type inconnu, sourire figé devant le sapin de la boîte. Drôle d'amitié. Si tu as déjà eu ce doute, ce moment où une capture d'écran t'explose à la figure, abonne-toi, like. Son premier likes 24 heures. Ça peut vraiment aider ceux qui doutent. 2 semaines avant Noël, c'est toujours un moment un peu étrange chez nous. On est au bout du rouleau, rincé par l'année, mais il y a cette espèce de pression pour faire comme si tout était léger, festif, simple. Je me souviens de cette sensation de fatigue qui ne partait pas, même sous les guirlandes et les playlists de Noël. On enchaînait les courses, les listes, les rappels, penser aux cadeaux de la sœur de ma femme, aux jouets pour les enfants du voisin, à la dinde à commander chez le boucher. J'avais pris l'habitude de rentrer tard, de laisser la radio tourner dans la voiture un peu trop longtemps avant de couper le contact, juste pour grappiller quelques secondes de silence avant de retrouver la maison. Ma femme, elle, était sur un autre tempo. Ça faisait des semaines qu'elle répétait que la fin d'année, au bureau, c'était l'enfer. La direction est sur notre dos, on doit organiser la soirée d'entreprise, on n'a pas le droit à l'erreur. Je l'entendais parler de ses collègues, surtout d'un en particulier, le fameux « toujours là pour aider ». Je crois que c'est la première fois que je l'ai vraiment entendu prononcer cette phrase, entre deux bouchées, un soir où j'étais déjà ailleurs fatiguée. Je n'ai pas relevé, c'était devenu banal, ces histoires de bureau qui s'étiraient sur la table du dîner. Un matin, elle est rentrée avec une boîte de chocolat. Format classique, ruban doré, logo de l'entreprise en relief. Cadeau de la direction, pour remercier tout le monde. Je l'ai ouverte machinalement, j'en ai pris un avant de refermer. Rien d'exceptionnel, juste un chocolat industriel, un peu trop sucré. Mais le lendemain, une autre boîte est apparue sur le plan de travail. Celle-là, l'emballage était différent. Pas de logo, pas de ruban, juste du papier craft un peu froissé, avec une étiquette manuscrite. Pour toi. Je l'ai regardé, j'ai demandé, on a gagné à la tombola de la boulangerie ou quoi? Elle a souri sans vraiment répondre. Je n'ai pas insisté. J'ai trouvé ça anodin sur le moment. Une boîte de chocolat de plus, c'est la saison. Mais dans ma tête, j'ai noté la différence. Juste au cas où. Je me souviens très bien de ce matin-là, même si à l'époque, je n'avais rien vu venir. Tout était normal, ou presque. Je préparais le café dans la cuisine, la lumière d'hiver filtrait à peine à travers la fenêtre, tout semblait suspendu, calme, comme souvent avant les fêtes. Ma femme est entrée, un peu plus tôt que d'habitude, déjà habillée, alors qu'en général elle traîne en peignoir un bon quart d'heure. J'ai noté le détail, je l'avoue, mais sur le moment, ça m'a juste traversé l'esprit sans plus. Elle s'est assise en face de moi, les mains autour de sa tasse, et elle a commencé à parler tout de suite. Pas de bonjour, pas de sourire, rien. Elle m'a dit qu'elle devait sortir le soir du 24, qu'une amie à elle était très malade, hospitalisée, et qu'elle avait besoin de soutien. Elle a insisté sur le fait que c'était grave, que c'était compliqué, qu'elle n'avait pas le choix. J'ai d'abord cru ce qu'elle me racontait. Je veux dire, pourquoi pas, ça arrive, les imprévus surtout quand il s'agit de santé. Mais il y a eu un flottement, un truc dans sa voix. Je l'ai regardée, et j'ai vu qu'elle fixait la table, pas moi. D'habitude, elle me regarde droit dans les yeux, surtout pour ce genre de nouvelles. Là, non. Elle triturait la rance de sa tasse, un geste qu'elle fait quand elle est mal à l'aise ou qu'elle ment. Je n'ai rien dit sur le coup, mais mentalement j'ai noté. C'était la première fissure. Elle a continué à expliquer, à détailler presque trop. Elle a dit que l'ami en question n'avait plus personne, que sa famille était loin, que ce serait cruel de ne pas être là. Je l'écoutais, mais j'avais la tête ailleurs, déjà en train de repasser la scène dans ma tête. J'ai repensé à l'an dernier, où elle avait passé tout le réveillon avec moi, sa famille, la mienne, et qu'elle s'était plainte d'être épuisée après. Cette année d'un coup, c'était impossible. J'ai posé la question, doucement, presque naïvement. J'ai demandé, tu es sûre qu'il n'y a vraiment personne d'autre pour elle? Elle n'a pas aimé. Je l'ai vue à sa mâchoire qui se contractait, à la façon dont elle a répondu trop vite. Non, il n'y a que moi, je suis désolée. Je n'ai pas insisté. À quoi bon, je ne me sentais pas la force de lancer une dispute à 8 heures du matin, pas pour ça, pas sans preuve. Mais je me suis levée, j'ai rangé la cafetière, et pendant que je tournais le dos, je me suis souvenu d'un truc. Un détail idiot. L'objet récurrent,
le foulard rouge qu'elle porte toujours quand elle est stressée ou qu'elle a un rendez-vous important. Ce matin-là, il était déjà autour de son cou, alors qu'elle ne le met jamais à l'intérieur. D'habitude, c'est pour sortir, pour marquer le coup comme elle dit. Je me suis retournée et je l'ai vue toucher le tissu nerveusement. Un flash m'a traversé l'esprit. Un souvenir d'un autre matin, 1 an plus tôt, où elle avait ce même foulard, et où elle était partie plus tôt que moi, en disant qu'elle allait voir une amie. Ce jour-là, elle était revenue en fin d'après-midi fatiguée, mais de bonne humeur. J'avais trouvé ça bizarre, mais j'étais passée à autre chose. Là, dans la cuisine, le doute s'est installé. Je n'ai rien montré, j'ai juste hoché la tête, pris mes clés, et je suis partie bosser comme d'habitude. Mais intérieurement, je me suis dit que quelque chose clochait. Ce n'était pas juste l'excuse, ni le ton, c'était tout l'ensemble, la façon dont elle m'évitait, dont elle préparait déjà une justification. Je ne savais pas encore quoi penser, mais je savais que je ne pouvais plus lui faire totalement confiance. À la porte, elle m'a lancé un bonne journée un peu trop léger, comme pour balayer ce qu'elle venait de dire. J'ai répondu machinalement, mais en moi, la machine était lancée. Je n'avais pas encore de preuves, juste un instinct. C'est là que tout a commencé à glisser. Le salon chez nous, c'est le genre d'endroit qui n'a jamais vraiment changé. Les mêmes rideaux, la même lampe orange posée près du canapé, et sur la table basse, le fameux mug de ma femme. Toujours le même, I Love Mondays, un vieux cadeau d'entreprise dont elle s'est entichée. Ce soir-là, je suis rentrée tôt. J'avais bricolé un plat rapide, mangé sans vraiment goûter. J'avais la tête ailleurs déjà, une sorte de ressac qui me trottait sans raison précise. Elle était dans la salle de bain, la porte entr'ouverte, le sèche-cheveux qui gueulait. C'est là que la sonnette a retenti. Un coup puis un deuxième pas pressé. J'ai jeté un œil à la porte d'entrée, j'ai soupiré. Ça ne pouvait être que le voisin du 4e, celui que je croise parfois dans l'ascenseur, toujours propre sur lui, toujours avec une bonne raison de s'arrêter chez les gens. J'ai ouvert sans enthousiasme. Il tenait une petite enveloppe blanche, genre carte de vœux, avec un autocollant Bonne année qui brillait plus que de raison. Il m'a souri un peu gêné, comme s'il regrettait déjà d'avoir monté les étages. Je ne voulais pas déranger, c'est juste pour vous souhaiter la santé, tout ça. Il a glissé l'enveloppe dans ma main, un peu trop vite. J'ai remercié par politesse et il s'est enfoncé dans le salon, l'air de flotter sur un nuage d'excuses. Ma femme, toujours dans sa salle de bain, n'a pas bougé. Le voisin s'est assis sur le bord du fauteuil, sans y être invité, et a commencé à parler météo, l'ascenseur qui grince, les travaux dans la rue. J'ai souri, j'ai hoché la tête, je me suis forcée à entrer dans le jeu. C'est là, au détour d'une phrase, qu'il a balancé ça, comme par accident. Ah, au fait, j'ai croisé votre femme hier soir tard. Elle avait l'air en forme, sac de fête à la main. J'étais surpris, je croyais qu'elle était déjà rentrée. Il a ri doucement, cherchant mon approbation. Moi, je me suis figée. Le mug de ma femme, toujours là, m'est apparu comme un rappel idiot. Sac de fête à la main. Tard. Sa voix, la veille, me revient. Elle m'avait dit qu'elle passerait par la pharmacie, qu'elle ne traînerait pas, qu'elle rentrerait direct après. Je me rappelle même avoir entendu la clé tourner, vers 20h30, alors que je finissais un mail pro. J'ai reposé la carte de vœux sur la table, j'ai répondu un truc vague, du genre « Ah oui, c'est possible, elle avait une journée chargée », mais c'était mécanique, juste pour meubler. Mon cerveau, lui, moulinait déjà. Pourquoi mentir sur un détail aussi anodin, un sac de fête, ce n'est pas une boîte de médicaments. Et rentrer tard, ça veut dire quoi pour lui? Je lui ai demandé, mine de rien, à quelle heure il l'avait vu. Il a haussé les épaules, a dit peut-être vers 10h, puis a bifurqué sur la circulation, comme si de rien n'était. J'ai noté l'heure. 22h, ce n'est pas 20h30. Il n'y a pas 36 solutions. Ma femme n'était pas là où elle disait, et elle transportait autre chose que des Doliprane. Un flash en arrière, la veille, elle avait posé son sac à main, mais pas de sac de fête visible. Elle était montée se changer tout de suite. Je n'avais pas percuté à ce moment-là. Mais là, l'image se superpose, inconfortable. Le voisin a fini par se lever, répétant qu'il ne voulait pas s'imposer. Il a salué ma femme, qui venait juste de pointer le bout de son nez, en peignoir, sourire figé. Ils ont échangé 2 mots, elle a joué la comédie à la perfection, comme toujours. J'ai refermé la porte derrière lui, j'ai attendu qu'elle parte dans la chambre. Sur la table, la carte de vœux trônait, témoin discret.
J'ai sorti mon téléphone, noté l'heure mentionnée par le voisin. Pas pour la confronter tout de suite, non. Juste pour garder une trace pour plus tard. Je savais que ce genre de détails, ça finit toujours par compter. Le salon d'un coup me semblait plus froid. J'ai fixé le mug I Love Mondays, j'ai eu envie de le balancer contre le mur. Mais je me suis contentée de le retourner doucement, histoire de marquer le coup. Le vernis commençait à s'écailler, comme tout le reste chez nous finalement. Je me souviens très bien de cette soirée-là, parce qu'elle marque un vrai point de bascule. Je venais de finir de ranger la cuisine, un geste automatique pour moi, surtout quand j'ai besoin de réfléchir. Ma femme était déjà sortie faire un footing, soi-disant pour décompresser après sa journée. L'ambiance à la maison était glaciale, mais pas franchement inhabituelle depuis quelques semaines. Ce qui m'a frappé ce soir-là, c'est ce silence, et la façon dont la porte du bureau grinçait un peu plus que d'habitude quand je l'ai poussée. Je me suis retrouvée devant son sac, posé là comme un défi. Je me suis arrêtée un instant, la main sur la lanière en cuir. C'est un geste que je n'aime pas, fouiller dans les affaires de quelqu'un. Mais à ce moment-là, je me suis dit que je n'avais plus le choix. Je n'avais pas d'autre moyen de mettre les choses à plat. J'ai ouvert doucement la fermeture, presque à regret, en vérifiant d'un œil le couloir, même si je savais qu'elle n'allait pas rentrer tout de suite. Je m'attendais à trouver des trucs banals, un paquet de mouchoirs, un vieux ticket de caisse, un flacon de parfum. Mais en fouillant dans la poche intérieure, mes doigts sont tombés sur un papier plus rigide, plié en deux. C'était un reçu d'hôtel, imprimé sur du papier glacé, avec le logo en haut à droite. J'ai déplié le ticket, les mains qui tremblaient un peu. Hôtel du Parc. Date 24 décembre. Heure 22h32. 2 coupes de champagne, service en chambre. J'ai relu l'heure, la date. La veille de Noël. Elle m'avait juré qu'elle était restée chez sa sœur toute la soirée, qu'elles avaient fait un dîner tranquille, juste entre filles. J'ai senti un mélange de colère froide et de dégoût. Ce n'était plus un doute, c'était une certitude. Elle m'avait menti sur toute la ligne, et pas juste pour sauver les apparences. J'ai sorti mon téléphone, plus par réflexe que par stratégie. Je me suis accroupie, à l'abri de la lumière, et j'ai pris une photo nette du reçu. J'ai vérifié 2 fois que le flash était bien coupé, histoire de ne rien laisser au hasard. Je me suis surpris à zoomer sur le détail, les 2 coupes, le service en chambre, l'heure. Ça ne pouvait pas être un simple verre pris au bar, pas à cette heure-là, pas à cette date. À ce moment-là, j'ai ressenti un vertige, comme si je regardais la scène de l'extérieur. Est-ce que je venais de franchir une limite? Oui, clairement. Mais l'idée de me contenter de ces explications, de continuer à jouer le rôle du mari idiot qui ne voit rien, c'était devenu impossible. Il fallait que je sache. J'ai rangé le reçu exactement comme je l'avais trouvé, sans laisser de traces. Avant de refermer son sac, un flash m'est revenu, un souvenir d'un Noël d'il y a 3 ans, elle qui m'offre une boîte de chocolat avec un mot « Merci d'être là, même quand je suis compliquée ». J'ai senti la différence, la distance avec cette époque. Là, je n'étais plus celui qui est là, j'étais juste celui qui ne sait pas. Ça m'a piqué, mais ça m'a aussi réveillé. J'ai remonté la fermeture du sac tout doucement, mon cœur battait vite. Je savais que si elle rentrait maintenant, je n'aurais aucune excuse valable. Mais j'ai pris le risque. J'ai vérifié que la photo était bien enregistrée sur mon téléphone, puis je l'ai envoyée sur mon adresse mail perso, au cas où il me prendrait l'envie de tout effacer dans un moment de panique. Assis dans le noir, je me suis repassé la scène en boucle. La veille de Noël, je l'attendais à la maison, je préparais le dîner, je surveillais mon téléphone. Elle m'avait envoyé un message vers 23h pour me dire bonne nuit, qu'elle était fatiguée, qu'on se verrait le lendemain. J'avais trouvé ça normal, presque attendrissant. Je me rends compte aujourd'hui à quel point elle savait manipuler les détails. Ce reçu, c'était plus qu'une preuve. C'était la première pièce d'un puzzle que je n'avais pas envie de finir, mais que j'étais obligée de commencer. J'ai compris que le mensonge était plus profond, plus structuré. Ce n'était pas juste une histoire de distance, de routine, de fatigue. C'était une histoire de double vie, organisée froide. J'ai éteint la lumière du bureau, et je me suis promis de ne plus jamais prendre pour argent comptant ce qu'elle me dirait. Je venais de passer de l'autre côté. En ouvrant le placard de la cuisine ce matin-là, je suis tombée sur cette boîte de chocolat, la même que celle trônant sur la table de la salle de pause, au boulot, juste avant Noël. Rien d'extraordinaire, à première vue,
mais il y a toujours ce petit autocollant sur le couvercle, un reste du jeu idiot qu'on avait fait pour élire le plus beau pull moche de l'entreprise. C'est ce détail, ce sticker, qui m'a ramené d'un coup à ce soir-là, à l'open space, lumière tamisée, sapin minable et faux sourires sur tous les visages. Flashback. Je revois la scène comme si j'y étais. La salle est décorée à la va-vite, il y a ces guirlandes qui tombent tout le temps, et la fameuse boîte de chocolat posée au centre, offerte par le collègue qui, d'habitude, ne dépense pas 1 euro pour personne. Ma femme, elle, virevoltait d'un bureau à l'autre, riant trop fort à ses blagues à lui, alors qu'en général elle roule des yeux quand on fait 3 jeux de mots nuls. Ce soir-là, pourtant, elle semblait fascinée, absente à ce qui l'entourait, comme si la pièce était vide hormis lui. Je me souviens très bien de leur manège autour du sapin. Le collègue insistait pour choisir chaque boule, chaque ruban, comme si tout reposait sur son sens du style. Ma femme le laissait faire, elle le taquinait, elle l'encourageait même à monter sur une chaise pour accrocher l'étoile. Je la revois, le téléphone à la main, prenant cette photo de groupe, mais en vérité c'est surtout lui qu'elle cadre, lui et elle bien au centre, les autres flous derrière. À l'époque je n'ai pas réagi. J'ai juste trouvé ça un peu puéril, cette agitation autour d'un sapin de supermarché, et puis cette manie de faire des selfies partout. Je ne voyais pas ou je ne voulais pas voir. La collègue, celle qui couvre toujours les absences de ma femme, était là aussi. Elle passait son temps à détourner l'attention, à plaisanter avec moi, à me raconter des ragots sur les autres. Mais chaque fois que je détournais les yeux, j'apercevais du coin de l'œil ces regards entre ma femme et le collègue. Rapide mais trop fréquent pour être innocent. Je me souviens d'un moment précis. Elle lui tend la boîte de chocolat, il refuse d'abord, fait mine de la bouder, puis finit par accepter en riant. Je me rends compte maintenant que c'était déjà un jeu, un truc à eux, dont je n'étais qu'un spectateur. Rien de tout ça ne m'avait frappé ce soir-là. Je croyais à la camaraderie, à la fatigue de fin d'année, aux petites complicités de bureau. Mais ce que je n'ai compris que plus tard, c'est que cette soirée d'entreprise, c'était bien plus qu'une fête banale. C'était leur terrain neutre, leur laboratoire. Tout ce qui allait suivre, la distance qui s'est installée entre ma femme et moi, les horaires de plus en plus flous, les SMS qui s'accumulent, tout a commencé ici, dans cet open space, sous la lumière des néons et le regard complice de la collègue qui savait déjà. La boîte de chocolat, c'est devenu un symbole. Je ne l'ai pas jetée, pas tout de suite. Je l'ai gardée, presque inconsciemment, parce qu'elle me rappelait ce moment où j'aurais pu voir venir. Où j'aurais pu demander, creuser, comprendre. Mais j'ai préféré sourire, faire semblant que tout était normal. Ce flashback me laisse un goût amer parce qu'il marque le début de la bascule, le moment où la soirée d'entreprise n'était plus une simple tradition mais la scène d'ouverture d'une histoire bien plus trouble. Ce jour-là, dans la cuisine, la boîte de chocolat dans la main, je me suis promis de ne plus ignorer ce genre de détails. Parce que les petits riens, les gestes banals, sont parfois des indices criants. Et dans cette histoire, chaque objet, chaque souvenir, allait finir par peser lourd quand la vérité commencerait à sortir. J'arrive sur le parking de l'entreprise, un peu plus tôt que prévu. J'ai prévenu ma femme que je passerai la chercher avant la fermeture, histoire de rentrer ensemble pour une fois, comme au début. J'attends dans la voiture, moteur coupé, les yeux sur la pendule. Je compte les minutes, mais je n'ai jamais vraiment eu le goût de la ponctualité, alors j'essaie de ne pas trop m'agacer. Il fait déjà sombre. Les lampadaires projettent des cercles jaunes sur le bitume. Les silhouettes sortent peu à peu du bâtiment, certaines pressées, d'autres qui traînent, rient encore à l'entrée. Je reconnais le collègue de ma femme, celui qui, selon elle, parle toujours trop fort en open space. Je ne l'ai vu qu'une fois, lors d'un apéro, il avait ce rire un peu nerveux, pas méchant, mais qui ne sait pas trop où se poser. Il marche d'un pas hésitant, les mains dans les poches. Il s'arrête en me voyant, me reconnaît, je suppose. Je sors de la voiture pour lui faire un signe, histoire de montrer que je ne mords pas. Lui, il a ce petit temps d'arrêt, comme s'il ne savait pas s'il devait me dire bonsoir ou passer son chemin. Finalement, il s'approche, un sourire un peu crispé sur le visage. On échange les banalités d'usage. Il regarde derrière moi, comme s'il cherchait à gagner du temps, puis me lance mi-voix, comme s'il n'était pas sûr d'avoir le droit de parler. Ta femme n'est pas encore descendue, je crois. Elle est peut-être avec les autres, il y avait un aft, là, après la soirée de vendredi. Tu sais, le truc improvisé au bar à côté. Je le fixe sans rien dire, juste un peu trop longtemps.
Lui, il détourne les yeux, mal à l'aise, et ajoute aussitôt « Enfin, je ne sais pas si elle t'a dit, c'était vraiment improvisé, personne n'avait prévu que ça durait aussi tard. Je sens qu'il attend une réaction de ma part, un signe que je suis au courant, que tout va bien, que je suis ce genre de mari cool qui ne pose pas de questions. Mais je ne le lui donne pas. Je me rappelle d'un détail, ma femme m'avait dit qu'elle rentrerait tard ce soir-là parce qu'elle devait dormir chez une amie, soi-disant trop fatiguée pour faire la route. Elle n'a jamais mentionné de bar, ni d'after, ni même ce collègue. Je sens une tension me serrer la gorge, mais je la masque du mieux que je peux. Je souris, je hoche la tête, je remercie le collègue, qui s'empresse de filer vers sa voiture, soulagé sans doute de ne pas avoir eu à en dire plus. Je reste seul quelques instants, adossé à la portière. Je prends mon téléphone, j'ouvre le fil de messages avec ma femme, je relis sa version des faits du soir en question. Aucun mot sur un aft, juste je dors chez mon ami, t'inquiète pas, je t'aime. Je fais défiler son message, puis je note l'heure précise à laquelle elle m'a écrit, en H37 du matin. Je vérifie ensuite sur Google Maps le trajet entre le bar, dont a parlé le collègue, et l'adresse de l'ami en question. 5 minutes à pied. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Un flash me revient, un autre soir, 2 mois plus tôt, je revois ma femme rentrer en pleine nuit, odeur d'alcool, sourire trop large. J'avais cru à une soirée entre filles, comme elle le disait toujours. Mais ce soir-là, elle avait oublié son badge du bureau, c'est moi qui l'avais retrouvé dans la poche de sa veste. Je pensais que c'était un oubli banal. Maintenant, je commence à comprendre que rien n'est vraiment laissé au hasard. Sur le parking, j'enregistre mentalement ce que vient de me dire le collègue. Je prends une note vocale, juste pour garder la trace de Elaft, du bar de l'horaire. Je me dis que ça pourrait servir, que chaque détail compte. Je regarde la porte de l'entreprise, j'attends, le cœur froid. Je sens que je viens de mettre la main sur un fil, qu'il suffirait de tirer pour voir tout le reste venir avec. Mais ce soir, je choisis de ne rien dire. Je garde tout en réserve, comme une carte à jouer plus tard, en terrain découvert. Le lendemain matin, je suis déjà debout avant elle. J'essaie de faire semblant de m'activer dans la cuisine, histoire de garder la main sur l'ambiance. Le percolateur fait son petit bruit, le pain grille lentement. La lumière est froide, la radio marmonne des infos que je n'écoute pas. Elle descend un peu en retard, les cheveux encore humides, l'air fatigué, mais elle sourit, comme si tout était normal. J'observe, je note tout. J'ai à peine posé la tasse devant elle que son téléphone vibre. À cette heure-là, c'est rare. Elle regarde l'écran, hésite un quart de seconde puis décroche. Sur le haut-parleur, la voix de la collègue, celle qui, la veille, a envoyé ce fameux message dont elle m'a parlé. Elle lance d'un ton léger, « Salut, écoute, je voulais juste prendre des nouvelles de ton ami. Comment elle va ce matin ?» Je vois la main de ma femme se crisper sur la ronce du mug. Un silence pas long, mais assez pour comprendre qu'elle cherche ses mots. Oui, ça va mieux, tu sais, elle a passé une mauvaise nuit, mais là ça va un peu mieux, elle dort encore. Je ne bouge pas, je la regarde préparer sa phrase, je vois surtout le regard qu'elle lance vers la fenêtre, comme si la fuite était là, juste à côté du rideau. La collègue enchaîne, surjoue la bienveillance. Bon, tu lui dis que si elle a besoin de quoi que ce soit, je peux passer à la pharmacie pour elle, tu sais vraiment qu'elle n'hésite pas. Ma femme bredouille un oui merci c'est gentil, puis raccroche à la première occasion. Elle pose le téléphone, se lève d'un coup pour aller chercher je ne sais quoi dans le frigo, mais je sens que ce n'est pas la faim qui la pousse. Je reste calme, mais intérieurement, je sais que je viens de voir une scène de théâtre à 2 personnages. Et qu'aucune des deux n'a vraiment répété son texte. C'est drôle, parce qu'à cet instant précis, je repense à un flashback 2 ans plus tôt, quand cette même collègue avait couvert une absence de ma femme lors d'une soirée d'entreprise. À l'époque, je n'avais rien remarqué, mais là, dans cette cuisine, la sensation de déjà-vu me serre la poitrine. Je revois la collègue, cette façon trop naturelle de s'inviter dans nos conversations, de lancer des private jokes, auxquels je n'ai jamais accès. Je comprends d'un coup qu'il ne s'agit pas seulement d'amitié ou de solidarité entre collègues, mais d'un pacte. Une sorte de code silencieux, invisible, dont je n'ai pas la clé. Je ne dis rien. J'ouvre le journal, je feuillette sans lire. Mais je note les détails, les mains tremblantes, la voix qui monte d'un demi-ton, le regard fuyant. Surtout, je retiens la phrase de la collègue, « Je peux passer à la pharmacie ». Trop précis, trop servi sur un plateau. Si elle voulait juste prendre des nouvelles, elle aurait pu envoyer un SMS, pas appeler à voix haute.
Non, ce matin, il s'agissait de jouer un rôle devant moi, de me conforter dans la version officielle. Sauf que le jeu sonne faux. Ma femme revient s'asseoir, le visage fermé. Elle ne me regarde pas quand elle boit. J'ai envie de lui demander simplement « Alors, elle va mieux ?» mais je me retiens. Je préfère le silence. Je veux voir comment elle remplit le vide. Elle finit par murmurer « Je vais peut-être passer la voir ce midi si je peux », je hoche la tête, je souris même. Mais dans ma tête, la liste des complices s'allonge. La collègue, jusqu'ici discrète, devient la pièce maîtresse de la Libye. Je me lève, prétexte de partir plus tôt au travail. En sortant de la cuisine, je prends son téléphone du coin de l'œil, posé sur la table. L'écran s'est éteint, mais je retiens l'heure exacte de l'appel, la durée. Plus tard, je sais que je m'en servirai pour vérifier si la collègue a aussi appelé d'autres personnes à cette heure-là, ou si c'était un numéro masqué. Je note tout, je ne laisse rien au hasard. En refermant la porte derrière moi, je sens que la complicité entre elles commence à se fissurer. Ce n'est pas encore l'effondrement, mais une première faille visible nette. J'ai l'impression d'avoir assisté à la répétition générale d'un mensonge trop fragile. Et cette fois, je ne regarde plus la scène de loin. Je suis dans les coulisses, prêt à intervenir. Je suis resté longtemps dans la voiture ce soir-là. Moteur coupé, clé sur le siège, juste le silence et les reflets des lampadaires sur le pare-brise. Ça fait drôle, une voiture sur un parking presque vide, la nuit, avec toute cette tension dans les mains, presque au bord de la crampe. J'avais laissé mon téléphone dans la boîte à gants, comme si ça pouvait empêcher les mauvaises nouvelles de s'afficher. Mais à force d'attendre, on finit toujours par céder à la curiosité. Ce soir-là, c'était plus que de la curiosité. C'était une obsession. Je me suis tournée vers l'écran central. Depuis quelques mois, après la fameuse mise à jour de sécurité qu'avait insisté la concession, tout est synchronisé, GPS, téléphone, trajet. Il y a même un historique pour retrouver un endroit où on s'est garé. Ou dans mon cas, pour vérifier ce qu'on a fait quand on n'était pas censé sortir. J'ai hésité un instant. Ce n'est pas anodin ce que je m'apprêtais à faire. C'était la porte ouverte à un point de non-retour. Le tableau de bord s'est allumé, lumière froide, sur les menus familiers. J'ai cherché l'onglet « Historique de géolocalisation ». Tout est là presque trop facile. Les dates, les heures, les adresses. J'ai fait défiler la liste lentement, remontant jusqu'à Noël. La nuit où, officiellement, tout le monde dormait à la maison, après le repas chez la sœur de ma femme. Tout le monde sauf moi, réveillé par un pressentiment idiot, une impression de déjà-vu mais sans preuve. J'ai retrouvé le 24 décembre dans la liste. L'horaire précis, 23h42. Départ de la maison. Puis 35 minutes plus tard, arrivée dans le centre-ville. L'adresse s'affiche, rue du Temple, parking souterrain. Je connais ce parking. Il dessert 3 hôtels, tous à moins de 2 minutes à pied. Je me suis figé, la main sur le volant. 2 heures de stationnement. Puis retour à la maison, 2h38. Tout est là noir sur blanc, ou plutôt en lignes bleues et blanches sur l'écran. J'ai ressenti un mélange de vertige et de soulagement. Vertige d'avoir mis le doigt sur l'évidence. Soulagement de ne plus être fou, de ne plus me raconter d'histoire. Les faits sont là brus, indiscutables. Je n'ai pas bougé tout de suite. Je me suis revue, ce soir-là, à attendre que ma femme rentre de la salle de bain, sourire fatigué, comme si de rien n'était. Flashback, la scène me revient très nette. Elle s'excuse pour la migraine, dit qu'elle prend un cachet, et va dormir dans la chambre d'amis pour ne pas me déranger. J'avais haussé les épaules, habitué à ces petits arrangements, persuadé que c'était juste une mauvaise passe. Maintenant ce souvenir a un goût amer, presque ridicule. Je me revois, refermant la porte, éteignant la lumière, pensant naïvement que tout va rentrer dans l'ordre. Dans la voiture, je fais défiler les options. Je peux sauvegarder l'historique, l'envoyer par mail, exporter le trajet. J'ai hésité, puis j'ai transféré le document sur mon téléphone, sous un nom banal, histoire de ne pas attirer l'attention si jamais quelqu'un fouille. Je l'ai vérifié 2 fois, adresse horaire tout concorde. Cette fois, je tiens quelque chose de solide. Pas une impression, pas une intuition, mais une preuve matérielle incontestable. J'ai refermé la boîte à gants, éteint l'écran, mais je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai pensé à la suite, forcément. À ce que ça allait changer. J'étais seule dans la voiture, mais je sentais que le rapport de force venait de basculer.
Ce n'était pas encore la victoire, mais c'était un vrai déplacement du pouvoir. Et cette fois, je n'avais plus besoin de poser de questions. Je savais point. Il y a eu un moment de flottement, presque du silence intérieur. J'ai repensé à mon collègue, celui qui m'avait parlé, quelques jours plus tôt d'un réveil brutal dans son couple. Sur le moment, j'avais trouvé ça presque caricatural, mais là, dans ma voiture, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Le réveil, c'est violent, mais c'est aussi la fin d'un long cauchemar. J'ai inspiré à fond, décidé de ne rien dire. Pas ce soir, pas tout de suite. Garder l'information pour moi, la laisser mûrir. Ce n'est pas dans ma nature de foncer dans le tas. J'observe, je note, je collecte. Et maintenant, c'est moi qui ai la main. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout pouvait changer, mais à ma façon, au moment que je choisirais. J'ai démarré la voiture, lentement sans bruit. La ville était vide, mais je n'avais plus peur du vide. Je n'étais plus dans l'ombre. Le café n'était pas loin de mon bureau, ambiance plutôt fade, parfait pour ce que j'avais en tête. J'étais arrivé en avance, pour m'installer près de la baie vitrée, dos au mur. J'avais sorti mon téléphone, posé sur la table, écran noir, micro déjà en route. Je savais que c'était limite, mais j'avais dépassé ce genre de scrupules depuis un moment. Ce que je cherchais, c'était de la matière solide, un truc qu'on ne pourrait pas effacer avec un sourire ou une pirouette. Le collègue de ma femme est arrivé à l'heure, veste sur le bras, sourire un peu crispé. Il m'a serré la main, avec une énergie forcée, comme s'il voulait me convaincre qu'il était là de bon cœur. J'ai commencé direct, pas trop d'enrobage. Je lui ai dit que je voulais organiser une fête pour l'anniversaire de ma femme, que j'avais besoin de complices pour la surprendre, et que j'avais pensé à lui parce qu'il était proche au travail. Il a eu ce petit rire nerveux, genre « Ah oui, on est proche, c'est vrai ». J'ai observé ses mains, il triturait son mug, jetait des coups d'œil à la sortie. J'ai continué, déroulant mon plan imaginaire de soirée, demandant ce qu'il pensait qu'elle aimerait, si des collègues pouvaient être invités, s'ils se souvenaient de moments marquants à partager, histoire de lancer des souvenirs lors de la fête. C'est là qu'il a lâché, presque sans réfléchir. Il y a eu ce moment gênant, près du sapin, pendant la dernière soirée de Noël. Enfin, c'était rien, on était tous un peu fatigués. Il a plongé les yeux dans sa tasse, puis s'est repris. Non, oublie, c'est pas important, c'était juste une blague entre collègues. Son visage s'était fermé d'un coup. Je n'ai rien dit, j'ai noté le silence, la manière dont il s'est mis à parler plus vite, passant du coq à l'âne, évoquant la décoration du bureau, la météo, tout pour effacer ce qu'il venait de dire. Mais c'était trop tard. Le mot gênant, le sapin, la soirée, je savais, par recoupement avec l'agenda de ma femme, que cette fameuse soirée avait été le début de ces heures tardives. J'ai laissé couler, gardant mon ton complice, mais en moi tout s'alignait. Je lui ai demandé s'il avait des photos de cette soirée, pour le montage vidéo de l'anniversaire. Il a hésité, puis a promis de regarder sur son téléphone. En réalité, je m'en fichais, je voulais juste voir sa réaction, tester s'il était sur la défensive ou s'il allait tomber dans le piège du souvenir partagé. Il a marmonné un truc sur le cloud, sur le fait qu'il avait changé de téléphone, puis il a détourné la conversation. Le serveur est venu 2 cafés, il a demandé l'addition alors que sa tasse était encore à moitié pleine. Son malaise était devenu physique, il tapotait la table du bout des doigts. J'ai souri mine de rien, comme si tout était normal. Je lui ai dit que je comptais sur sa discrétion, que la fête devait rester une surprise. Il a promis trop vite qu'il ne dirait rien. En sortant du café, il m'a serré la main une seconde fois, un peu plus mollement, et s'est éclipsé. J'ai reposé le dos contre la vitre, soufflé un coup. J'ai arrêté l'enregistrement. Sur la bande, on entendrait tout, le mot de trop, le flottement, le ton qui change. Ce n'était pas une preuve définitive, pas comme une photo ou un mail, mais c'était la première fois que quelqu'un d'autre laissait tomber un morceau du masque, même involontairement. En marchant vers le métro, j'ai repensé à la sous-intrigue du bureau. La collègue qui, des semaines plus tôt, m'avait laissé entendre que certains se rapprochaient beaucoup ces temps-ci. À l'époque, j'avais cru à une jalousie de bureau, une remarque gratuite. Mais là, tout se reliait. Ce collègue, manifestement plus impliqué qu'il ne voulait l'admettre, venait de livrer ce que je cherchais, la confirmation qu'il y avait eu quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait pas envie d'expliquer. J'ai rangé mon téléphone dans la poche intérieure de ma veste, main serrée dessus. L'audio, je n'allais pas le partager tout de suite. Je voulais voir si, confronté à d'autres preuves, il se trahirait encore plus.
Mais au fond, je savais, à partir de là, il n'y avait plus de doute sur son implication. C'était une pièce de plus dans ce puzzle malade, une pièce que j'avais cette fois été chercher moi-même. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. Le salon était plongé dans une lumière jaune un peu triste, la pluie martelait les vitres, et la ville semblait figée dehors, comme suspendue au-dessus du vide. J'ai attendu qu'elle rentre, assis dans le canapé, la boîte de chocolat posée à côté de moi. C'était devenu presque un symbole, ce truc, un objet banal qui avait traversé toute cette histoire. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, puis sa silhouette s'est découpée dans le couloir. Elle s'est arrêtée en me voyant là, à cette heure. Pas un mot d'abord, juste ce petit temps de flottement où chacun jauge l'autre. Je me suis levée sans forcer. J'ai pris la boîte de chocolat, je l'ai déposée sur la table basse, bien en évidence. Je crois qu'elle a baissé les yeux dessus pas longtemps, mais elle a compris que ce n'était pas anodin. Je lui ai demandé, d'une voix posée sans colère, sans tremblement, « Tu étais où, le soir de Noël ?» Elle n'a pas bronché tout de suite, elle a fait mine de retirer son manteau, de poser son sac, de regarder ailleurs. Puis elle a soufflé, presque agacée, « Je te l'ai dit, j'étais chez mon amie, elle était malade, j'ai dormi là-bas. » J'ai hoché la tête, comme si je notais. Je me suis rasseoie. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardé. Et puis j'ai sorti le premier artefact, le reçu d'hôtel. Je l'ai posé doucement, juste à côté de la boîte de chocolat, sans rien dire. Elle a froncé les sourcils, a pris le papier et l'a lu. Elle a voulu le reposer, comme si c'était sans importance. Mais je n'ai pas bougé, je suis restée calme. J'ai enchaîné avec l'historique de la voiture, le kilométrage, l'heure de départ, l'adresse d'arrivée, tout noté. Je lui ai tendu, elle l'a lu, plus lentement cette fois. Toujours pas un mot. Je sentais qu'elle commençait à vaciller, que la mécanique de son mensonge accrochait. Mais je n'ai pas lâché. J'ai sorti la photo, elle, devant ce sapin de l'hôtel, avec son manteau beige, la boîte de chocolat dans la main. C'était net sans appel. Je lui ai tendu, elle a blêmi. Cette fois, ce n'était plus la surprise, c'était la peur. Un silence épais a envahi la pièce, coupé seulement par le bruit lointain de la pluie. Elle a tenté de parler, de bredouiller quelque chose, mais je l'ai arrêtée d'un geste. Je crois que je n'avais jamais été aussi calme. Je lui ai dit que je savais tout, que je savais où elle était, avec qui, ce qu'elle avait fait du cadeau, ce qu'elle avait dit à l'ami en question. Là, j'ai vu son visage se transformer, d'abord la panique, puis une sorte de résignation. Comme si elle réalisait enfin que tout était fini, que le rapport de force venait de basculer complètement. J'ai gardé les preuves alignées devant moi, comme un joueur pose ses cartes. Elle s'est assise en face, les mains croisées, le regard perdu dans le vide. Elle ne contrôlait plus rien, et je crois que c'est ça qui l'a terrifiée. Je n'ai pas haussé le ton, je n'ai pas insulté, je n'ai pas pleuré. Je me suis contentée de lui demander, une dernière fois pourquoi. Elle n'a pas répondu. Elle a juste secoué la tête, les yeux humides, incapable de soutenir mon regard. Je me suis levée, j'ai repris la boîte de chocolat, je l'ai ouverte. Dedans, il y avait encore un petit papier avec le logo de l'hôtel. Le détail qui tue. Je l'ai montré à moitié ironique, tu aurais pu au moins enlever ça. Et elle n'a pas souri. On est resté là, de longues minutes, deux étrangers devant la table basse, séparés par quelques feuilles de papier et une boîte de chocolat qui n'avait plus du tout le même goût. Ce soir-là, elle a compris qu'elle ne pouvait plus mentir. Ce soir-là, le silence a été plus violent que tout ce qu'on s'était dit depuis des semaines. Le bureau à la maison, c'est le seul endroit où je peux vraiment respirer depuis des semaines. La porte est fermée. De l'autre côté, dans le salon, je sais que ma femme tourne en rond stressée. Mais là, assis en face de moi, c'est la collègue. Elle a accepté de passer, soi-disant pour soutenir ma femme, mais je sens bien que c'est pour autre chose. Son sac posé sur les genoux, elle évite de croiser mon regard. Moi je suis calme, presque trop. J'ai passé la matinée à tout préparer, à écouter encore une fois ce fichier audio, à vérifier que le dictaphone fonctionne bien. C'est un petit appareil noir, l'objet récurrent de toute cette histoire, posé entre nous comme un témoin muet. Je commence doucement. Je lui dis que je comprends la situation, que je ne veux accuser personne à la légère. Elle hoche la tête, me lance un sourire crispé, les mains serrées sur son sac. Je fais mine de fouiller dans un tiroir, je sors une feuille, un stylo, je prends mon temps. On entend presque le tic-tac de l'horloge dans le couloir.
Soudain, je lui demande, sans détour, « Tu te souviens de la conversation qu'on a eue l'autre jour, sur ce fameux soir où ma femme dit qu'elle était avec toi ?» Elle se fige, puis reprend son masque de gentillesse. « Bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. On était ensemble pour le travail, tu sais bien comme elle était fatiguée ce soir-là. » Je la regarde droit dans les yeux, sans rien dire. Je pose le dictaphone sur la table, je fais glisser mon doigt sur la bande, je montre la date. J'ai enregistré notre échange, tu te souviens, c'est légal, tu étais au courant. Elle blêmit, détourne les yeux soudainement. Je lance la lecture. Sa voix s'élève, claire, un peu nerveuse et surtout, différente de celle qu'elle a maintenant. Sur l'enregistrement, elle hésite, elle ne donne aucun détail, elle évite systématiquement de répondre à mes questions. On entend bien que rien n'est précis, tout sonne comme du remplissage. Je coupe le son. Je m'appuie sur le dossier de ma chaise, je la laisse digérer. Puis je sors la deuxième carte, le mail qu'elle m'a envoyé le lendemain de cette fameuse soirée, où elle me dit noir sur blanc, « Je n'ai pas vu ta femme ce soir-là, elle m'a appelé mais je n'ai pas pu la rejoindre, désolée. » J'imprime le mail, je le pose devant elle. Je lui demande simplement, « Alors, c'est laquelle la vérité, celle de l'enregistrement ou celle de ce mail ?» Elle ne répond pas tout de suite. Je vois qu'elle tremble, elle regarde la porte, son sac, ses mains, tout sauf moi. Je laisse passer un silence. Puis je lui explique, calmement, que ce genre de contradiction, si je le porte au service RH, ça ne va pas retomber que sur ma femme. Ça peut aussi la concerner, elle, pour complicité, pour faux témoignage, voire pour atteinte à la confiance dans l'équipe. Je précise que j'ai déjà sauvegardé tous ces éléments, que tout est horodaté, que je ne cherche pas à détruire la vie de qui que ce soit mais que je veux la vérité, c'est tout. Elle craque. Elle lâche son sac, elle baisse la tête. Sa voix est faible, hachée. C'est vrai, je l'ai couverte. Elle m'a appelé, elle m'a supplié de mentir pour elle, elle m'a dit que c'était important, que tu ne comprendrais pas. Je n'ai pas voulu, au début, mais elle m'a poussée, elle pleurait, elle se justifie, elle essaie d'expliquer, mais au fond, tout est dit. Ce n'est pas la première fois qu'elle couvre quelqu'un, elle l'avoue à demi-mot, mais jamais pour un truc aussi grave. Je la remercie. Je lui dis que je comprends, que je ne veux pas la mettre plus dans la merde qu'elle ne l'est déjà. Je range le dictaphone, je referme le dossier. Je la raccompagne à la porte, elle ne dit pas un mot de plus. Dans le couloir, j'entends ma femme murmurer son prénom, mais la collègue s'en va sans se retourner, les épaules basses. Je reste seule dans le bureau. Je regarde l'objet noir sur la table, ce dictaphone qui a tout enregistré, et je me dis que le vent vient de tourner. Pas forcément comme je l'aurais voulu, mais au moins cette fois, c'est moi qui tiens les cartes. Je suis entrée dans la chambre, avec mon dossier sous le bras. C'était presque mécanique, comme si j'avais répété la scène 100 fois dans ma tête. Ma femme était assise sur le lit, son téléphone à la main, les jambes croisées sous la lumière jaune de la lampe de chevet. Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, mais elle savait pourquoi j'étais là. Depuis quelques jours, on vivait dans une tension sourde, presque palpable, chaque geste mesuré, chaque phrase pesée. J'ai fermé la porte derrière moi, doucement, sans théâtralité. Je me suis assis sur la chaise, en face d'elle, le dossier posé entre nous. Je n'ai pas cherché à la regarder, pas vraiment. J'ai sorti d'abord une impression d'un relevé bancaire posé sur le lit. « Tu reconnais ce paiement-là ?» Pas de réponse, elle a juste haussé les épaules, les yeux plissés. C'était le virement régulier vers un compte que je ne connaissais pas, mais dont j'avais fini par deviner le bénéficiaire, son amant. J'ai continué. « Et ça, c'est quoi ? Un reçu d'hôtel, une nuit en semaine alors qu'elle prétendait être chez sa sœur pour une urgence familiale. » Elle a soupiré, s'est frotté le front. Toujours pas de colère chez moi, juste une lassitude froide. J'ai sorti la clé USB, notre objet récurrent, celle qui contenait les copies des mails, les captures d'écran, tout ce que j'avais collecté ces dernières semaines. Je l'ai posé à côté du dossier, sans un mot. Elle a enfin levé les yeux, un mélange de fatigue et de défi dans le regard, mais surtout de peur. J'ai expliqué calmement, j'ai tout mis là-dessus. Les échanges, les réservations, même les messages effacés. Je te conseille de ne pas essayer de discuter les faits, silence. Elle a tenté un sourire triste, presque sincère. « Tu veux vraiment tout détruire pour une histoire qui ne veut rien dire ?» J'ai haussé les épaules à mon tour. « C'est déjà détruit. On va parler des conséquences, pas des causes. » J'ai déroulé la suite sans hausser la voix. La séparation, la question du logement, les comptes à solde, qui garde quoi. J'ai évoqué le compte joint, les papiers, la voiture.
Rien d'agressif dans le ton. Juste des faits, un inventaire. Elle s'est redressée, a posé son téléphone. On est obligé d'être aussi radicaux, il n'y a pas une autre solution. J'ai senti l'envie de négocier, de trouver un compromis, le même jeu que depuis le début. Elle a proposé de faire une pause, d'essayer une nouvelle base. J'ai refusé net. Non. Je ne peux plus faire semblant. On va formaliser les choses, chacun de son côté. Je ne veux pas de guerre, mais je ne veux plus de double discours. Elle a essayé de reprendre la main, a évoqué la famille, les amis, l'image. Tu sais ce que ça va donner, ce que les gens vont dire, tu veux vraiment tout étaler comme ça. J'ai souri une seconde en la regardant. Je m'en fiche. Ce qui compte, c'est la vérité, pas la version qu'on raconte autour. Elle a compris que c'était terminé, que je n'allais pas lâcher, ni céder, ni accepter une version édulcorée. Je voyais dans ses yeux un mélange de panique et de résignation. Plus de place pour le jeu, plus d'espace pour la réécriture de l'histoire. J'ai rassemblé les papiers, remis la clé USB dans sa pochette. On va devoir se voir pour les démarches, mais je ne reviendrai pas sur la décision. Je préfère te le dire clairement ce soir pour éviter les ambiguïtés. Elle n'a rien répondu. Elle s'est levée, s'est dirigée vers la salle de bain, s'est arrêtée sur le pas de la porte. Tu ne veux pas au moins qu'on en parle autrement, avec quelqu'un d'extérieur? J'ai secoué la tête. Non. C'est entre nous et c'est terminé. J'ai gardé la main sur le dossier comme un point final. J'avais pris le contrôle, sans éclat, sans geste brusque. Juste une décision froide, mais irréversible. Les conséquences allaient suivre, mais pour la première fois depuis des mois, tout était clair. Je me souviens du silence, dans la salle d'attente du cabinet. J'étais là, assis sur une chaise trop raide, avec mon dossier en carton sur les genoux. J'avais passé la nuit à tout relire, à vérifier chaque capture d'écran, chaque audio enregistré sur mon téléphone, à remettre dans l'ordre les notifications de géolocalisation, le reçu de l'hôtel, les photos. Tout était classé chronologique. Je n'avais rien oublié. Pourtant, rien que d'attendre, les mains moites, je me sentais vulnérable, comme si j'allais devoir me justifier d'avoir osé chercher la vérité. L'avocat m'a fait entrer dans son bureau. Il avait ce ton neutre, presque bienveillant, mais sans familiarité. J'ai sorti le dossier, j'ai posé chaque élément devant lui en expliquant. D'abord les captures d'écran, les messages échangés entre ma femme et son amant, les horaires, les petits codes qu'ils utilisaient, les émojis qui ne laissaient pas de doute. Il a survolé ça vite, notant à la marge les dates, les heures. Ensuite, l'extrait audio, une conversation enregistrée, courte, mais où on entend clairement les deux voix, chez nous, en pleine journée, alors qu'elle m'avait assuré être chez sa mère. Il a écouté sans broncher, puis il a levé la tête vers moi. La géolocalisation, c'était l'application familiale qu'on avait installée pour se rassurer à l'époque où tout allait bien. J'avais gardé les screenshots. On voit très nettement la voiture de ma femme garée devant cet hôtel à 15 km de chez nous, exactement à l'heure où elle disait être à la réunion de parents d'élèves. Le reçu de l'hôtel, je l'ai obtenu en me faisant passer pour un client méfiant. Il y a son nom, sa signature, la date. L'avocat a souri un peu. Ça c'est solide, a-t-il dit. Pas un sourire de victoire, mais un constat presque triste. Il m'a expliqué la suite. Rédiger un courrier officiel pour lancer la procédure de séparation. Lister les preuves, les classer, les transmettre à la partie adverse. Il m'a prévenu, il y aura des réponses, des contre-accusations possibles. Mais il a été clair, les éléments que j'apportais étaient cohérents, difficiles à contester. La balance penchera de votre côté, surtout pour la garde alternée. C'est la première fois que quelqu'un prononçait l'expression à voix haute devant moi. Garde alternée. Comme une sentence, mais aussi comme une porte de sortie. Il m'a demandé si je voulais aller plus loin, exiger une garde exclusive, ou si je tenais à rester à l'amiable. J'ai repensé à tout ce que j'avais encaissé, à la double vie, au gaslighting, à la manière dont elle avait tenté de retourner la situation contre moi devant ses proches. J'ai dit que je voulais juste que ça s'arrête, que les enfants soient protégés, qu'on n'utilise pas leur nom pour se venger l'un de l'autre. L'avocat a noté, il a validé ce choix. Ça vous évitera des mois de procédures supplémentaires. Je me suis vue, là, assis en face de lui, fatigué mais soulagé. La séparation devenait officielle. Plus de faux semblants, plus de discussions à demi-mot. J'ai senti que le pouvoir avait changé de camp, sans éclat, juste par la force froide des preuves.
L'avocat a tout rassemblé, a scanné les documents. Il m'a dit de rentrer, de ne rien dire à personne avant la réception officielle du courrier. Que la procédure allait suivre son cours, que la vérité, cette fois, aurait un poids concret devant la loi. En sortant du cabinet, j'ai vu mon reflet dans la porte vitrée. J'avais le dossier sous le bras, le téléphone dans la main. L'objet récurrent, ce porte-clés moche offert par les enfants, était là, accroché, témoin muet de tout ce qui avait explosé. Je n'étais pas fier, pas heureux, mais je savais que j'avais repris la main, sans hurler, sans taper du poing. Juste en gardant la tête froide, en alignant les faits, en attendant l'inévitable. La séparation cette fois était réelle. Je suis installée dans un 2 pièces impersonnel, à peine meublé. Le genre d'appartement où rien ne traîne, où même le silence fait du bruit. Le soir, j'ouvre un carton, je tombe sur la boîte de chocolat vide. C'est absurde, mais je la pose sur une étagère, bien en vue. Plus question de la jeter. Elle reste là, témoin muet de ce que j'ai compris, et surtout de ce que je ne veux plus jamais ignorer. J'ai coupé net avec la collègue. Plus de messages, plus d'allusions, plus de pauses café partagées. Je ne lui en veux pas vraiment, mais je n'ai pas envie de garder ce genre de lien flou. Pareil avec l'ancien cercle social, je garde la distance, je réponds poliment, sans donner accès à ma vie. Je ne me force plus à sourire quand je n'en ai pas envie. Ma relation au monde a changé. Je suis devenu méfiant, parfois un peu trop. Mais surtout je suis lucide. Je comprends mieux les petits jeux, les silences, les gestes qui veulent dire autre chose. Et j'assume la rupture. Je n'ai pas cherché à sauver la façade, j'ai expliqué simplement que c'était fini, sans entrer dans les détails, sans chercher à me justifier. Mon ex-femme a tenté de m'appeler plusieurs fois pour mettre les choses à plat. J'ai refusé. Je n'ai plus besoin de comprendre ni de pardonner, juste d'avancer. Tout a bougé, l'organisation avec les enfants, les comptes séparés, l'image que les autres se font de moi. Il y a des gens qui me regardent autrement, qui ne savent pas s'ils doivent me plaindre ou m'éviter. Mais ça m'est égal. La boîte de chocolat, maintenant, c'est plus un cadeau. C'est le rappel de la part de moi qui ne s'est pas laissé endormir, qui a fini par ouvrir les yeux, même si ça brûle. Quelques mois ont passé. Je ne compte plus vraiment, mais je sais que c'est la première fois que je retourne dans ce supermarché depuis la séparation officielle. Les rayons sont les mêmes, les gens aussi. Je prends mon panier machinalement, sans trop réfléchir à ce que je vais acheter. C'est en passant devant le rayon fruits et légumes que je le vois, le collègue de ma femme. Il est là, sapé comme d'habitude, sourire poli, mais cette fois, il baisse les yeux. On se croit à moins d'un mètre. Je pourrais lui parler, lui demander comment va sa nouvelle amie, lui rappeler cette soirée où tout a basculé. Mais je fais un signe de tête, rien de plus. Pas de haine, pas même de rancune. C'est comme si j'observais une scène à travers une vitre. Je finis mes courses, je paie, je repars. Le froid me saisit en sortant, un froid sec, presque agréable. Sur le siège passager, il y a encore cette boîte de chocolat qu'on m'a offerte au bureau pour mon anniversaire. Elle traîne depuis 2 semaines. Avant, j'aurais rapporté ça à la maison, posée sur la table partagée. Là, je me contente de la jeter dans la première poubelle du parking. Ce geste est bête, mais il fait du bien. En rentrant chez moi, je pose les sacs, j'ouvre les volets. Il commence à neiger. Les flocons tombent doucement, silencieux. Je m'assois sur le canapé, une tasse de thé à la main. Je regarde la neige sans rien attendre. Il n'y a plus de colère, plus de besoin de comprendre ou d'expliquer. Je sens juste un soulagement, très calme. Ma vie est plus simple, beaucoup plus vide sur certains plans, mais différente. Définitivement différente. Si vous avez regardé jusqu'ici, c'est sûrement que ce genre d'histoire vous parle. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, le contrôle, la manipulation, la trahison venue de là où on se croit le plus en sécurité. Mais le pire finalement, ce n'est pas la découverte elle-même. C'est tout ce que ça oblige à revoir, à refaire, à reconstruire, alors que chaque détail vous rappelle ce qui a été perdu. Moi, ce sont des captures d'écran et un double fond dans un tiroir qui ont fait basculer ma vision, mais je sais que chacun a son déclic, sa petite preuve qui ne colle pas, son moment où le doute devient trop lourd. Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous avez creusé, ou est-ce que vous avez préféré fermer les yeux, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Je lis tout, et franchement, ça aide de voir qu'on n'est pas seul à traverser ce genre de truc.
Abonnez-vous si vous voulez suivre d'autres histoires vraies, et lâchez un like, les 100 premiers en 24 heures, ça aide vraiment la vidéo à toucher ceux qui en ont besoin. Merci d'être resté jusqu'au bout.